Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée de conférence qui est d'ailleurs la première de l'année. Et puis petit clin d'œil, c'est aussi une des premières que Jean-Yves avait faites il y a 8 ans je pense, 9 ans. En 2016, chère Ah madame, ouais, 9 ans. ouais, voilà. Ouais. Alors elle a bien évolué, je le sais, vu les recherches qui ont avancé entre-temps. Jean-Yves a beaucoup travaillé sur diverses thématiques. Il est auteur, chercheur et il était guide conférencier chez nous. Il a un peu moins de temps maintenant pour les guidages, mais il est là ce soir pour nous présenter donc son travail sur la transe et les différents états de transe, ce que c'est dans le vaudou. Donc je me permets juste de vous demander de couper vos téléphones, enfin de mettre en mode avion. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Tout à l'heure, ceux qui veulent un rafraîchissement, le bar sera encore un peu ouvert quand ce sera terminé. Et puis n'hésitez pas à lui poser des questions, il est aussi là pour ça. Voilà, bonne soirée. Voilà, merci Adeline. Bon, alors j'ai compté, c'est la 20e conférence que je fais ici. Depuis 2015, la première, on l'avait faite ensemble, Marc, sur le Fa. Il y a longtemps, enfin, voilà. On va pas dire qu'on était jeunes à l'époque, faut pas exagérer. Bon, écoutez, voilà. Donc j'ai choisi ce thème, rechoisi ce thème parce qu'en écoutant les gens je me suis aperçu qu'il y avait encore des confusions, des amalgames qui étaient faits sur ce sujet de la transe. Et notamment dans le domaine qui est le nôtre, le vaudou. Hein. Et voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une transe. Et alors, je veux pas anticiper, mais les grosses confusions qui se font en fait sont sur le chamanisme. Hein. Je confonds souvent chamanisme et les trans qui ont lieu, qui se manifestent dans le cadre du vaudou. Donc ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu tout ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste des neurosciences, hein, d'accord. Bon, mes compétences vont s'arrêter à mes expériences de terrain, à mes lectures et à évidemment un certain nombre de remarques de bon sens. On va aussi regarder, j'ai ressorti 3 petits films, pas très longs, hein, le plus long fait 4 minutes, mais ils sont intéressants parce que ils vont vraiment vous montrer, pour ceux qui n'en auraient pas vu sur le terrain en Afrique, des trans, et ils vont également souligner, caractériser l'aspect un peu dangereux de l'affaire. Vous voyez, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut qui est donné à tout le monde. Hein, il faut avoir une expérience pour se lancer dans ce type d'aventure. Voilà. Donc vous allez me pardonner, je vais lire et je vais faire en même temps les diapos. Alors, comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens confondent les différents états, hein, de la transe, et surtout, il y a ceux qui ont une opinion subjective, vous voyez, qui est construite sur l'émotion, sur des idées qui sont un peu floues, comme ça, qui ont été glanées à droite, à gauche. Et puis, il y a ce manque d'information qui est patent autour de cette transe. Il est vrai que les images communes, la communication générale autour de ce sujet, là, sont imprégnées d'une volonté de souligner le caractère sensationnel. Effectivement, c'est un peu sensationnel quand on en voit ces démonstrations de transe. Mais ce n'est pas que ça. Et on va, nous, s'intéresser à ce que ça veut dire dans le vaudou. Je pense notamment aux films sur Haïti. On voit des fois des films sur Haïti où la transe là-bas est exprimée avec une
certaine violence. Et on a un peu amalgamé donc, ces trans qui ont lieu, ça c'est la caractéristique de Hollywood, hein, de tout mélanger, malheureusement. Alors c'est un thème qui est complexe, hein, la transe, puisque ça touche, comme je vous le disais, aux émotions. Et voilà, et donc on va essayer de faire un peu le point. Oui, bah oui, voilà. Donc on va passer, on va essayer de voir, on va faire un petit peu d'ethno-histoire, hein, la transe, hein, c'est une pratique universelle et ancienne. On va essayer de faire un petit point sur les états modifiés de conscience, sur les différents états de transe, puisque la transe c'est un des aspects des états modifiés de conscience, mais pas tous. On va d'ailleurs parler un petit peu de l'hypnose. On va aussi s'intéresser à la nécessité d'assistance sur l'expérience de la transe, que ce soit en général, hein, sur les états modifiés de conscience, comme ça, très pratique. Et puis on va parler de ce que c'est que la rencontre avec l'invisible, de ce que c'est que expliquer l'indicible au travers de la transe. Voilà, c'est une pratique universelle, la transe, qui est ancienne. C'est très difficile de faire le lien entre les deux, hein, j'avoue que l'état modifié. Donc, c'est une expérience que j'ai du mal à... Voilà. Société humaine. Alors, en premier lieu, il convient de rappeler que l'usage par toutes les sociétés humaines de l'un ou l'autre de ces états témoigne de l'universalité d'une pratique qui est propre au fonctionnement neurophysiologique du cerveau humain. Donc, alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très ancien et ça fait vraiment partie intégrante du fonctionnement du cerveau. Alors, Roger Bastide, dans son essai Le rêve, la transe et la folie, en 1972, faisait appel à différentes disciplines et demandait à ce que les psychiatres, les psychologues, les ethnologues travaillent ensemble pour travailler sur ce sujet. Voilà, donc vous voyez que les représentations préhistoriques que l'on a découvertes dans les grottes occupées par les ancêtres de la préhistoire en Afrique, en Amérique et en Europe évoquent déjà clairement des pratiques que les Clott et Lewis Williams décrivent et analysent comme des pratiques chamaniques dans la première partie de leur ouvrage, Les chamans de la préhistoire. On reverra un petit peu ce que c'est que le chamanisme. Alors, il y a aussi d'autres, puisqu'on parle de pratiques anciennes, il y a d'autres ouvrages comme les Bacchantes, hein, d'Euripide, qui parlent de la transe, et d'autres auteurs de la Grèce antique. Il y a des travaux qui ont été faits par un professeur de l'Université de Strasbourg, Madame Anne Tisserand, sur la ménade tueuse et le lancer de l'homophagion. Alors, qu'est-ce que c'est les ménades? Bon, bah, ce sont ces pratiquantes du culte de Dionysos qui entraient dans des transes absolument extraordinaires, avec de très grands débordements. Et donc, on avait, lors de ces transes, des pratiques homophagiques, donc c'est-à-dire qu'on se nourrissait de chair crue des animaux sacrifiés. Et on a des images d'ailleurs de ces pratiques que pour ma part j'ai revues en Afrique, où on a des prises de l'animal sacrifié avec les dents, et donc on va balancer sur l'épaule et qu'on va vraiment mordre violemment pendant la transe. Voilà. Et elle nous dit d'ailleurs, elle nous fait remarquer, Madame Altisserand, qu'on décèle en effet dans le transport ménadique, hein, la plupart des comportements et des signes pathologiques propres à la maladie sacrée et aux transes collectives étudiées en Afrique. Alors on parle de maladie sacrée. Bon, voilà, ça c'est un débat.
l'histoire européenne, et française en particulier, et alsacienne, rapporte au XVIIIe siècle des cas de trans collectifs, par exemple les possédés de Loudun. Alors, attendez, voilà. Les possédés de Loudun qui ont marqué les esprits de leur époque. Puis à Strasbourg, donc, fut également marqué par une célèbre cas de possession collective, vous en avez entendu parler, je pense, les Strasbourgeois, 1518, qui vit de nombreuses personnes danser frénétiquement plusieurs jours sans qu'on en ait jamais vraiment compris les raisons. Alors de nos jours, évidemment, on peut d'un continent à l'autre observer les mêmes pratiques et avec leurs différences, fonctions, nuances religieuses, sociales, culturelles, puisque maintenant on dispose de moyens pour le faire. À l'époque, ça devait être particulièrement frappant et presque, je dirais, traumatisant, hein, ces manifestations collectives de trans. Alors, comme il est indiqué, l'historien de la médecine John Valère, pour lui, la contamination s'expliquait par une psychose, une hystérie collective. Bon, les Strasbourgeois se seraient lancés inconsciemment dans cette frénésie sur la base de leurs croyances religieuses communes. Ça, c'est important, hein, l'aspect religieux. Alors, on va, puisqu'on a parlé de ces différences d'un continent à l'autre, je vais quand même vous citer, puisque cette liste est intéressante, et ce n'est pas une liste complète, hein, de toutes les pratiques de tous les peuples que j'ai répertoriés là. Bon, vraiment, il y en a beaucoup, mais je n'ai pas tout listé. Donc au Vietnam, on a les Raglai, les Hmong en Chine et au Laos, les Ascètes indiens, les peuples Tungus. Alors, les peuples Tungus, c'est important puisque le mot chaman vient des peuples du Tungus. Les Kizil en Sibérie et les Inuits. Les musulmans soufis du Maroc, les Yoruba, les Fon, les Bantous en Afrique de l'Ouest, les groupes Sakalava de Madagascar, avec une très belle musique d'ailleurs en général qui entoure ces trans, les Comores, les Haoussa au Niger, les Amaras d'Éthiopie, les adeptes du candomblé au Brésil. Donc le candomblé, hein, sont des adeptes qui vénèrent les orishas venus d'Afrique. Trans également en Haïti, les tribus amérindiennes aussi d'Amérique du Sud, hein, qui pratiquent la trans, les chrétiens orthodoxes. Alors ça, on en entend un peu moins parler des chrétiens, mais il y a eu dans l'histoire de la chrétienté de nombreuses trans. Alors, trans de possession et aussi extase. Alors, on verra ce que c'est. En Amérique du Nord, en Amérique centrale, évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils y échappent. Voilà. Comme on le voit, donc la liste elle est longue, on ne peut pas citer tout le monde. On distingue là que les mythes, les cultures, les religions, l'organisation sociale, et nous verrons une certaine forme de gestion des troubles psychiatriques selon les groupes humains, influencent notablement les multiples caractéristiques pratiques que prennent les formes des états modifiés de conscience. Donc c'est vrai que on peut quand même envisager que certaines trans, certaines pratiques collectives de la trans permettent à certains troubles psychiatriques de se trouver canalisés. Alors maintenant, on va essayer de les définir, ces différents états de la trans, pour mieux comprendre ce qu'exprime la trans dans le vaudou, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse, nous, ici. En effet, on peut entendre ça et là des analogies, des confusions, donc c'est ce que je vous disais au tout début, non seulement dans leur dénomination, mais également dans leur fonction. Alors, on baigne le chamanisme dans toutes les sauces, et les gardiens des vaudous, que l'on nomme Ounoun, sont parfois allègrement assimilés à des chamans. Alors, évidemment, on verra que ça n'a rien à voir. Venons-en maintenant aux définitions qui nous permettront de caractériser les différents états de la transe, tout en ayant à l'esprit la pluralité des caractéristiques qui peuvent être décrites et que nous ne pourrons détailler ici. Oui, parce que sinon on en aurait pour très longtemps. Quand on parle de transe, on y associe communément des images de danse, de convulsions, de musique rythmée, parfois de violence.
Alors, elles sont craintes, elles sont parfois admirées, elles font l'objet de commentaires, commentaires parfois imprégnés de convictions établis en fonction des croyances morales et religieuses de chacun, et même parfois en fonction des croyances, des opinions politiques, hein, des gens. On pense qu'il s'agit que... Alors, je dis ça parce que, effectivement, quand les Européens, les Blancs, sont arrivés avec mission en Afrique de l'Ouest, avec mission de convertir les Africains à la religion catholique, face à la transe, évidemment, il y avait, puisque les trans en Europe les possessions en Europe étaient assimilées au diable, hein. Toute personne en état de transe était possédée par le diable. Il est évident que quand ces gens-là sont arrivés en Afrique, pour eux, il n'y avait pas d'autre alternative que de penser que c'était des trans démoniaques. Voilà. On pense qu'il s'agit que d'un phénomène touchant les peuples dits primitifs. Souvent, on se focalise, on se cristallise sur cette idée que les trans sont vraiment un phénomène qui ne touche que les sociétés primitives, ce qu'on appelle les sociétés primitives, en tout cas celles qui n'ont pas la pratique de l'écriture, et que dans nos sociétés avancées, alors nous sommes épargnés, nous, par la transe. C'est pas toujours vrai. Le seul aspect religieux est bien souvent mis en avant et laisse échapper toutes les autres sens, fonctions, influences collectives et culturelles, traitement des dérèglements psychiatriques que pourtant il convient de ne pas occulter. Alors je vais reprendre à Gilbert Rouget, l'ethnomusicologue qui a beaucoup travaillé sur la transe, qui a fait des films remarquables sur ce sujet, sur les sorties d'adeptes, notamment des couvents, ce qu'on appelle les couvents, improprement. Et puis, voilà, donc c'était un monsieur qui était directeur du département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme. Et dans son ouvrage, il a écrit un beau pavé, d'ailleurs, La transe et la musique. Il nous a fait une classification qui peut être revue sans doute, mais qui a le mérite d'exister, et qui est donc où il reprend les différents états de conscience altérée, ou états modifiés de conscience, ce qu'on appelle aujourd'hui les états modifiés de conscience. Alors, parmi ces états modifiés de conscience, il y en a un qu'on peut tout de suite signaler, parce qu'il nous concerne directement, et il concerne très particulièrement certaines personnes qui ont été canonisées, et notamment Sainte Thérèse d'Avila. Mais, donc vous voyez, sa transe, qui est une transe extatique, on verra ce qui la caractérise, cette transe extatique. Elle n'est pas propre aux catholiques, aux chrétiens catholiques. On peut avoir de grands mystiques soufis, par exemple, au Maroc ou en Égypte, qui ont pratiqué cette transe extatique, qui a... Alors, comme elle se pratique dans la solitude, le plus souvent, évidemment, elle est moins, pour les autres, elle a moins de signification émotionnelle. Mais voilà, alors elle s'obtient. Alors, contrairement, vous voyez, à ce qu'on peut penser de ces trans qui pourraient se manifester uniquement par la danse, le rythme, etc. Elle s'obtient, dans le silence, la solitude, l'obscurité. Il n'y a pas de crise, de convulsion, de trucs comme ça. Les fonctions sensorielles sont éteintes, par contre, et elles procurent des hallucinations. Et le souvenir post-extatique est présent. Alors, on va voir après ce que ça a comme importance, ces hallucinations et ce souvenir post-extatique dans certaines manifestations de la transe. Voilà, je bois un coup parce que j'ai très soif. Pardonnez-moi. Tac. Alors on va maintenant
premier cas, la transe extatique. Deuxième cas, la transe chamanique. Voilà, et donc on va repréciser un petit peu, comme ça, ça sera plus clair pour nous, ce qu'est la transe chamanique. Alors, d'abord, la transe chamanique, puisqu'elle a une fonction religieuse, magico-religieuse et thérapeutique, qu'on ne doit absolument pas oublier, qu'on ne doit absolument pas occulter. Alors le mot chaman déjà, ça vient du peuple sibérien Tungus. Le chamanisme, ça occupe principalement le nord de l'Europe, l'Europe centrale et le nord de l'Amérique du Nord. Voilà, en gros la zone géographique qui est intéressée par le chamanisme. Donc vous voyez qu'on est loin de l'Afrique. La transe chamanique, elle se distingue par un désir, trois désirs. Le désir de voyager au pays des dieux ou des ancêtres. Donc l'idée de voyage est importante parce que on va voir, alors souvent dans les expériences qui ont été écrites, rapportées, on voit qu'il y a effectivement un voyage, qu'on va rapporter des informations de ce voyage spirituel au pays des dieux. C'est parfois d'ailleurs très compliqué, il y a certains au Vietnam notamment, il y a certaines transes d'ordre chamanique qui font que les histoires, le rapport du périple est très long parce que voilà, il y a un premier voyage dans un premier pays, puis on fait toute une sorte avant d'arriver au grand Dieu. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'effectivement, le mot chaman, les transes chamaniques, on dit que le territoire, c'est le nord de l'Europe et de l'Amérique, mais on peut avoir des transes chamaniques ailleurs, évidemment, et principalement en Asie, bizarrement. Et puis vous verrez que, à côté de la transe chamanique, les gens qui sont témoins de ces transes chamaniques peuvent entrer en possession, c'est-à-dire peuvent être possédés par un totem, par exemple. C'est ce qui est arrivé à Corinne Sambrin, d'ailleurs, si vous avez entendu parler de cette scientifique. Alors, donc deuxième désir, c'est communiquer, interagir avec la divinité. Et donc le fait de rapporter les informations de ce périple, c'est pas juste comme ça pour épater la galerie ou pour écrire une bande dessinée après. Non, c'est parce qu'on a le désir de guérir. Donc quand on propose une transe, le chaman propose une transe, c'est pour guérir. Guérir ou guérir un trouble au sein de la collectivité, c'est la même chose. Guérir une personne parce qu'elle est malade, ou guérir un trouble au sein de la collectivité, corriger un trouble, c'est du même ordre. Voilà, alors dans la transe chamanique, il y a une phase hallucinatoire, et souvent d'ailleurs, on utilise des substances qui la permettent. Il y a des crises, la phase d'hallucination est assez spectaculaire, et il y a une mise en scène qui va permettre d'entrer en transe. Donc qui va préparer les esprits pour que ces esprits puissent entrer en transe et communiquer avec les divinités. Donc oui, comme je vous disais, pendant ces crises, pendant la démonstration du chaman, il peut y avoir des transes de possession autour de personnes qui sont principalement possédées par un animal totem. Alors ça peut être un loup, ça peut être un lion, ça peut être je ne sais quoi, enfin un lion. C'est souvent loup, hibou, ce
ce type d'animaux qui sont des animaux totems, aigles aussi, qui peuvent entrer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À quoi reconnaît-on ça? On va le voir tout de suite dans la possession. Alors, ce que je vous propose avant de parler de la possession, eh bien, c'est de regarder un petit film. Petit film que je rapporte du Bénin, donc qui a été filmé lors d'une cérémonie Hadja. Donc tous ces gens-là sont des Hadja qui viennent, dont les ancêtres, et pour certains d'ailleurs encore, viennent de Tado. Donc Tado, c'est la cité fétiche du Togo qui est à l'origine de l'ensemble des peuples qui ont essaimé dans le sud Bénin. Et là, sur le sud Bénin, et là on est sur le plateau Hadja, à côté de la frontière du Togo. Alors, je vais lancer le film. Et je vais tout de suite l'arrêter, vous me pardonnerez, pour vous montrer quelque chose d'important, puisque on va donc se laisser posséder par une divinité. Et là, en l'occurrence, la divinité s'appelle Pakesu. C'est une divinité qui est la divinité tutélaire de ce hameau, et pas que de ce hameau d'ailleurs, d'un certain nombre d'autres hameaux. Les Hadja, pour favoriser la transe, ils font d'abord une petite cérémonie que vous voyez là. Donc on se réunit en cercle autour d'une divinité, d'un vaudou, qu'on appelle Gabada, qui est originaire du Togo, de Tado, et qui va grâce à sa puissance spirituelle, autoriser la transe beaucoup plus facilement. Voilà. Alors vous allez voir ce petit épisode intéressant comme tout. Poup. Alors excusez-moi, mais le son est vraiment merdique. J'ose à peine vous le mettre. Voilà. On voit les adeptes. Déjà, alors, je vais arrêter quand c'est le moment. Vous voyez, il y a des adeptes avec les cheveux bleus, donc teintés à la couleur du vaudou. Ah, on est déjà parti dans la transe. Et vous allez remarquer que toutes ces personnes qui sont en transe sont suivies. Alors ici, c'est le grand patron, le Gabada. Ouais, le monsieur, là, il est pas loin d'être parti. Donc on va s'asperger avec du talc. C'est du talc parfumé. Hein. Et puis un colorant bleu. C'est souvent de la poudre de lessive bleue. Alors, vous verrez que on va voir, il y a une personne qui est déshabillée, réhabillée, pour pouvoir garder la tenue du vaudou. Les femmes participent activement, mais pas seulement. Vous voyez qu'il y a des enfants et des garçons. Alors on n'a pas... oui, vous voyez, il y a un garçon qui s'y met. Alors cette transe, elle démarre gentiment, comme ça. Vous allez voir après que les choses se précisent différemment. Alors c'est cette dame, vous voyez, qui va être... hop, on lui enlève le vêtement profane pour lui mettre le vêtement
adéquate. Voilà, donc vous voyez que la transe ne se fait pas comme ça, au petit bonheur la chance. Il y a autour de nombreuses personnes, souvent des bonnes dames expérimentées, qui viennent aider les personnes en transe. C'est mieux. Alors c'est mieux pendant la transe, et c'est mieux aussi après, donc vous verrez après lorsque ils vont ressortir, parce qu'il va s'agir de revenir sur les pieds, d'être libérés. Alors on va dire que, voilà, vous voyez que ça commence à se gâter. Moi j'ai vu cette lame me frotter le cou. Bon. Heureusement, il y a derrière des gens pour tempérer le truc, quoi. Bon alors, ce qu'on peut dire aussi, donc là c'est terminé, ce qu'on peut dire aussi c'est que on a différents adeptes, là il n'y a pas forcément une seule divinité qui est représentée. Alors donc, transe de possession, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant d'autant que tout le monde ne peut pas avoir accès à la transe, puisqu'on dit que le vaudou va chevaucher la tête de l'adepte, et ça ne se fait pas sur n'importe qui. Donc il y a des gens qui sont prédisposés, clairement prédisposés à la transe. Alors, par exemple, au Brésil, les adeptes du candomblé font des cérémonies très tôt dans l'âge pour sélectionner parmi les jeunes, les enfants, garçons ou filles, qui vont être prédisposés, et donc qui vont être les futurs gardiens d'Orisha là-bas, ou de Voodoo. Alors la possession, comme vous avez vu, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à la transe chamanique, la possession, il y a un abandon total de l'esprit à la divinité. Donc corps et esprit sont abandonnés à la divinité, et on n'a pas pour objectif d'avoir le souvenir de la transe et de rapporter ce qui s'est passé pendant la transe. Il n'y a pas de phase hallucinatoire dans la transe de possession dans le vaudou. Ça n'est pas nécessaire en fait, puisque le vaudou va s'exprimer à travers le corps et l'esprit de l'adepte. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc ça n'a pas aussi de sens de guérison. On ne va pas chercher à guérir la personne qui est soumise à la transe. Si elle est malade, on ira voir le devin après, et puis on lui racontera ce qui se passe pour trouver des solutions thérapeutiques à son problème. Alors par contre, comme vous le voyez, il y a un décorum, il y a une mise en scène, et donc ces cérémonies autour des divinités et qui s'expriment, au cours desquelles s'exprime la transe, ont un fort caractère social. C'est vraiment une manière de se retrouver autour de ses croyances religieuses, et de communiquer entre collectivités, entre communautés.
Il n'y a pas qu'une communauté, comme je vous le disais, il n'y a pas qu'un seul vaudou qui va être à la fête ce jour-là, il y en aura d'autres. Et il y a plusieurs villages qui se réunissent dans ce type de grande cérémonie. Celle-ci était quand même assez importante. Donc sur ce que je vous racontais, j'ai vu... Je fais les choses simplement parce que... Alors, pour revenir sur ce petit film et puis le terminer, donc je vous ai dit au tout début que le vaudou Kabada, donc est vraiment un vaudou originaire de Tado et qui permet la transe plus facilement. Voilà, puis je voulais remercier le garçon qui était avec moi ce jour-là, Loïc Gutiérrez, qui m'a donné ce petit rush parce que le mien était vraiment... Vous verrez après, c'est pas terrible non plus. J'en ai fait, mais c'est pas aussi bien sur le plan des images. Alors le point commun quand même, il y a un point commun entre la transe chamanique et la transe de possession, c'est qu'elle se réalise avec le concours d'un groupe. Donc vous voyez que ici, les villages se réunissent, les adeptes se réunissent, adeptes ou pas d'ailleurs. On aura un brassage de religions aussi, puisqu'on va trouver musulmans et chrétiens qui viendront aussi participer à ces cérémonies, voilà, pour le plaisir d'être ensemble, autour des divinités ancestrales. Voilà. Et donc, la tranche chamanique, elle va être obtenue par une personne, le chaman. Mais autour de ce chaman, on va avoir d'autres personnes qui potentiellement pourront exprimer une transe de possession. Autour du chaman, il y a un assistant ou deux assistants qui vont lui permettre ensuite de revenir à l'état normal et de raconter son voyage parmi au pays des dieux. Dans la possession, dans le cadre de cette transe de possession, c'est plusieurs personnes qui vont entrer en transe, qui vont être donc, dont l'esprit va être chevauché par la divinité, par le vaudou. Il n'y a pas, d'ailleurs, on remarquera en se promenant un peu que les gardiens de vaudou entrent assez rarement en transe de possession. Ils vont assister au spectacle, ils vont regarder les choses, mais enfin en tout cas dans ce que j'ai pu voir moi, ils ne vont pas s'adonner à la transe, ils vont laisser ça à leurs adeptes, à leurs collègues. Donc voilà, il y a quand même un point commun, c'est cette exubérance démonstrative. Donc, en résumé, la personne qui est en transe, elle sera pas dans son état habituel, évidemment, on va le voir. Sa relation avec le monde qui l'entoure, elle est perturbée. On voit bien que, voilà. Elle est en proie à certains troubles neurophysiologiques. Ses facultés sont réellement ou imaginairement accrues et l'accroissement se manifeste par des actions ou des conduites observables du dehors. Voilà. Donc on va faire attention à ne pas considérer ce raccourci pratique là qui fait que tous les états modifiés de conscience sont des états de transe et puis d'amalgamer. Alors voilà un film qui a été... on voit à Marius. Pardon. Alors voilà, ce qu'on a vu, c'est... Je vais revenir dessus. Ce qu'on a vu... Ah, zut, pardon. Voilà. Ce qu'on voit, c'est un adepte du vaudou Koku, qui est un vaudou guerrier, assez récent d'ailleurs,
qui se scarifie. Alors, on lui a donné un morceau de bois, hein, parce que, en vrai, quand c'est fait avec des couteaux, ça scarifie vraiment, quoi. Hein. On voit encore les traces sur ses bras. Et donc là, il faut être là aussi pour surveiller les choses, de sorte que ça ne se finisse pas, comme on dit, en eau de boudin. Voilà. Alors, vous voyez, la petite dame là, elle est quand même bien armée et elle a fait tournoyer, alors pas que elle d'ailleurs, elles étaient plusieurs à faire tournoyer leur couteau. Machette. Comment? C'est une machette. Elle est bien coupante. Hein. C'était pas de la gnognotte. Voilà. Oui, comme dit, moi je l'ai reçu. J'ai cru que j'allais mourir. Puis non. Voilà, c'est toujours là. Vous l'avez échappé belle. Je l'ai échappé belle. Non, mais on risque rien. On risque rien. Il se passe rien. C'est juste des démonstrations comme ça, mais c'est... Tout va bien? Donc voilà, la nécessité d'assistance, hein, et de bienveillance, elle est quand même importante, nécessaire, hein, puisque vous voyez qu'avec la Sagaie, ça rigolait pas. Et puis, on a quand même des personnes qui peuvent être fragiles, hein. Il y a des enfants, là il y a la petite fille quand même, voilà, il faut que les bonnes dames soient là pour maîtriser le retour au bon état, on va dire. Hein. Voilà. Alors on a un autre état je vais rester sur cette diapo, puis on continuera après. Il y a un autre état qu'on peut évoquer de transe, enfin en tout cas d'état modifié de conscience, qui est que l'on désigne sous le terme d'hypnose. Alors, c'est effectivement un état modifié de conscience, puisqu'il est provoqué, puisqu'il demande une assistance. Mais en tout cas, cet état d'hypnose, il entre dans les descriptions de Gilbert Rouget. Vous en avez vu des gens hypnotisés, je pense. Tout le monde en a plus ou moins vu maintenant, puisqu'on en fait du spectacle, c'est aussi très impressionnant. Et on voit bien que là aussi, dans cet état modifié de conscience qui est l'hypnose, provoqué par une autre personne, mais là aussi, il faut quand même qu'on soit un peu consentant. On est quand même fragile, quoi. Et il faut qu'il y ait de la bienveillance autour. C'est la même chose. Hein. Voilà, donc on se déconnecte du temps présent, on va avoir des interactions inhabituelles avec la réalité, et puis les sens vont être stimulés différemment. Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que l'hypnose nécessite obligatoirement une acceptation individuelle. D'ailleurs, on peut faire pratiquer l'auto-hypnose, hein, ça se fait notamment dans la gestion des maladies douloureuses. Voilà, donc la bienveillance, je vous en ai parlé. Alors, il y a un psychosociologue qui disait que, Georges Lapassade, qui disait que la possibilité d'entrer en transe, sinon d'être possédé, est quelque chose qui sommeille encore peut-être en chacun de nous et qui peut être réveillé. Il disait ça en parlant d'hypnose. Voilà. Alors effectivement, on peut soudain alors j'ose pas vous le dire, mais moi je suis parti une fois lors d'une autre cérémonie et
je n'ai pas eu le temps véritablement d'entrer en transe, mais je me sentais bien partir. C'est une bonne dame qui m'a ramené à la réalité, parce qu'elle voyait que je partais, et ça n'aurait pas été bon pour moi de faire ce type d'expérience. Alors, on va parler de Corinne Sombrin. Vous en avez entendu parler de Corinne Sombrin? Alors c'est une scientifique française qui est allée en Sibérie, qui a assisté pour faire un article pour un journal sur la transe justement. Et donc lors de cette expérience de transe, lors de ce témoignage qu'elle voulait faire sur la transe, et lors de la pratique du chaman, elle-même est entrée en transe, une transe de possession. Elle s'est mise à hurler aux loups, comme les loups. Et donc, à la suite de ça, les gens qui étaient là l'ont adoptée comme étant l'une des leurs, et comme quelqu'un de très important, puisque elle a réussi à l'esprit du loup a réussi à prendre possession d'elle. Donc, vous voyez que sans rituel, dans l'ambiance, ça peut arriver, quoi. Alors, après ça, Corinne Sombrin, elle a décidé elle y est retournée plusieurs fois, et elle a décidé d'étudier, de prendre contact avec des scientifiques en France et au Canada notamment, pour comprendre ce qui s'est passé exactement dans son esprit. Et donc ils ont fait un certain nombre d'études, vous voyez, avec tous les instruments que l'on a, nous, notre science moderne, pour expliquer les choses. Et on s'est rendu compte que lorsqu'ils ont étudié sur le plan neurophysiologique ce qui lui arrivait, alors elle a réussi à reproduire ces trans aussi expérimentalement, ce qui fait que c'était quand même bien pratique. Ça ne s'est pas réalisé tout de suite, mais bon, je vous conseille de vous reporter à ces bouquins. Elle a fait 2 livres là-dessus. Et donc, ils se sont rendus compte, lorsqu'ils ont étudié les électroencéphalogrammes et électrocardiogrammes de Corinne Sombrin, que lorsqu'elle est en transe, elle y a comment ça s'appelle, je suis pas médecin, les tracés correspondent et se superposent avec plusieurs maladies, la maladie schizophrénique et la maladie maniaque et dépressive. Donc son cerveau affecte ces signaux en parallèle. Ils se rendent compte également que quand elle est comme ça, sa perception de son environnement est très modifiée et très exacerbée. Elle est également dans un état où sa force physique est pas décuplée, mais augmentée. Elle a une hyposensibilité à la douleur. S'amuser sans doute à lui envoyer, à la piquer ou je ne sais quoi. Et alors, bon, effectivement, ils ont noté qu'il y a une dépersonnalisation, quoi, de son cerveau, puisqu'elle s'identifie au loup. Alors, pour ceux qui s'identifient au loup, pour ceux qui s'identifient à l'aigle, ou pour ceux qui s'identifient à une divinité, donc il y a ces
ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le pourquoi, en fait. On explique, on constate, mais en fait, on en est toujours un peu au même point. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il signale aussi à travers le cas de Corinne Sombrin, c'est qu'il y a des prédispositions quand même. Il y a des gens qui sont prédisposés à ça plus facilement que d'autres. Et que les rituels, effectivement, autour des croyances, participent à la mise en œuvre de la transe. Donc voilà, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure des enfants à Bahia, là, je retrouve ici donc la cérémonie au cours de laquelle on va au Brésil chercher à retrouver ces personnes prédisposées, ces enfants notamment prédisposés. Ça va être, on appelle ça le toque des bolards. Donc c'est, si j'ai bien compris, la danse avec les seins, on appelle ça aussi bolar no santo. Donc on appelle les personnes qui sont, excusez l'accent portugais, les personnes qui sont touchées par l'orisha, donc touchées par le sein, c'est bolar no santo. Voilà. Alors, en conclusion, c'est la conclusion ? Oui, alors on a parlé de la socialisation, je ne sais pas si c'est utile d'y revenir. Il y a quand même une prise de... les personnes qui peuvent être fragiles psychologiquement ou sur le plan psychiatrique peuvent quand même être pris en charge lors de ces cérémonies par les autres, par la collectivité. Ils trouvent un sens à leurs troubles. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils peuvent être... on peut comprendre leur comportement. Et on l'inclut dans une... on l'inscrit dans une... pour qu'il ait un sens social, pour qu'il ait un sens collectif. Il y a eu à Ilfurt, alors je reviens sur l'histoire alsacienne, à Ilfurt, il y avait en 1865, il y a eu un cas de possession comme ça, toute une famille, les enfants sont devenus, étaient possédés, ont fait des crises probablement de démence, mais on a attribué ça au diable, bien évidemment, 1865, le curé a tout de suite été averti, sans doute plus rapidement que le médecin, et il a fait donc les cérémonies pour désenvoûter ses enfants, et tout est rentré dans l'ordre après ce désenvoûtement. Donc on a bel et bien une prise en charge du trouble psychiatrique d'une manière comme d'une autre, et voilà. Mais l'aspect religieux, évidemment, prime sur ces comportements. Alors, dans notre cas, dans le vaudou, être distingué par la divinité, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est une manière pour ceux qui ne le sont pas, là encore, de se conforter dans la croyance et de voir que, effectivement, le vaudou se manifeste. Et il se manifeste vraiment... parce que le vaudou, comment dire,
le vaudou n'est pas matériel. Le vaudou est complètement immatériel. On ne peut pas dire qu'une pierre, qu'il a une enveloppe, le vaudou. Le vaudou n'a pas d'enveloppe. Il ne peut pas avoir d'enveloppe. De même que dire qu'un vaudou est vivant, ça serait imaginer ou supposer qu'il pourrait être mort. Mais ce n'est pas possible. Le vaudou, il est ni vivant ni mort, il est là. Voilà. Mais alors, comme c'est mystérieux quand même, et un peu, ça dépasse un peu notre entendement, nous les cartésiens, il va falloir aussi quand même que cet esprit se manifeste. Et comme il évolue aussi bien dans le monde des vivants que dans le monde des morts, c'est intéressant de le voir évoluer à travers la transe. Et donc quand il y a des gens qui sont distingués pour ça, dans une communauté religieuse, autour d'un vaudou en particulier, c'est super, quoi. Hein, vous voyez ? C'est drôlement chouette. Et puis, oui, alors ça, je voulais vous le dire également. Donc, on a accès au monde des divinités, ou plus exactement, on va leur permettre d'accéder à notre monde, d'interférer aussi dans notre monde des vivants. Dans le vaudou, la vie, c'est vraiment un passage, quoi. Hein. Ce qui est plus intéressant, c'est pas tellement. Alors, c'est important d'avoir une bonne vie parce qu'après, dans le monde, après la mort, on a la même vie que ce qu'on a en réalité, oui, ce qu'on a dans le monde des vivants. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est important d'avoir cet aller-retour. Et de pouvoir laisser s'exprimer ces informations un peu surréelles comme ça. Et puis donc, ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que ça comble des vides, quoi. Ça comble des vides, c'est important de se rendre, d'expliquer ce que la raison n'explique pas. Alors ça c'est... Bon, le son est un peu meilleur, hein. C'est bizarre. Bon alors les couteaux sont chauffés, la lame est chauffée. Moi j'étais très étonné par cette scène parce que en fait il va falloir qu'il revienne ce garçon. Il y a comme une espèce d'attente autour. Même les gens qui étaient, les personnes, les jeunes femmes qui étaient en transe avant. Ouais, je ne sais pas si c'est de l'inquiétude ou si c'est ce que c'est. J'ai été étonné par cette espèce de... Tout d'un coup, il y a ce garçon qui est étendu. Bon, on va passer la lame du couteau sur son corps. On va lui faire des dons, des sacrifices avec du talc. Voilà. J'essaie de vous parler le plus simplement possible, mais c'est vrai que cette scène-là m'a un peu interpellé. Voilà. Et enfin, donc pour terminer, je voudrais rendre hommage à ses amis du Bénin. Et on va écouter le chant des femmes du village.
Voilà, et puis donc bah, je me tiens à votre disposition pour, reparler de tout ça. Voilà. Ça va? Allez.